Toujours fidèle, aimable téléspectateurs, à ce programme de chaque week-end. Ça fait débat, nous sommes bien au rendez-vous pour évoquer la question des élections des sénateurs et gouverneurs. Oui, la centrale électorale a publié un nouveau calendrier pour repousser ces élections qui, pour les gouverneurs au mois d'avril et pour les sénateurs au mois de mai. Mais cette question fait débat, oui, fait débat dans la société, dans la classe politique même, pour le choix qu'opté par des partis et regroupements politiques qui ne semblent pas rencontrer l'assentiment de la population. L'image que nous avons aujourd'hui, c'est que tous veulent rester gouverneurs dans ces provinces et justement à ce niveau-là, comment départager la volonté de la population et le choix politique. On en parle dans cette émission avec M. Gloire Manessa qui est membre de la société civile. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, madame la journaliste. Bonjour, merci. Et nous avons également M. Henri Kelimassi, qui est membre de la FDC. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame Arlette. Nous avons également M. Aristote Ngarime, qui est cadre du PPRD. Bonjour et bienvenue. Merci, madame, pour cette invitation. Je suis secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Merci de m'avoir convié pour échanger. Grand merci à vous et nous allons sur ce plateau être rejoints par M. Olivier Sambaye. Et oui, le débat est ouvert déjà aujourd'hui. On revient quand même sur cette question. Comment devrait se faire le choix des gouverneurs, par exemple? Parce que la question du sénatorial, c'est entre autres les cooptations et aussi le dépôt des candidatures. Mais aujourd'hui, on se dit, plus les gens ont manifesté cette envie de devenir gouverneur, et il y a également des choix au niveau des partis et regroupements politiques. Comment devrait être fait ce choix des candidats gouverneurs? Monsieur Gloire. Merci beaucoup, madame, pour la question. Bon, le choix, comment il doit se faire, c'est déjà prévu par la Constitution. Et nous avons des types de scrutins, les scrutins directs, que le peuple élit directement les dirigeants, mais également les scrutins indirects. Alors, comme il s'agit de l'élection des gouverneurs et des sénateurs, ce sont des scrutins indirects. Ça signifie que le peuple a élu les députés provinciaux. Les députés provinciaux, à leur tour, vont élire les bourgmestres, les gouverneurs et les sénateurs. Alors, la Constitution a déjà prévu. Alors, les partis s'entremêlent, s'entredivisent, c'est logique, parce que les compétiteurs aux élections sont les partis politiques. Ce sont les partis politiques et les regroupements politiques qui vont aux élections, mais également les citoyens qui se présentent comme candidats indépendants. Ce sont des guerres politiques, ce sont des grands moments où on décide sur qui vont diriger les provinces, qui vont diriger ou siéger à l'une des chambres de notre Parlement. Alors, il y a des guerres entre politiciens, effectivement, mais tout ce qui est à déplorer, c'est que ces guerres se font par de manière antidémocratique. La corruption que nous déplorons, la corruption qui mine le développement du pays, s'invite dans ces guerres des partis politiques qui n'est plus une guerre démocratique. Et c'est à ce moment-là que ça apporte le problème, une pierre d'achoppement dans le processus Comment démocratique. Comment comprendre qu'aujourd'hui la corruption, par exemple, s'invite dans ce choix? La corruption, elle est déjà là, parce que la corruption, nous devons le dire, madame, elle est déjà presque institutionnalisée dans notre pays. La corruption, c'est le mode de vie actuellement en Afrique et principalement chez nous en République démocratique du Congo. Et si partout, dans tous les autres niveaux d'échelon de la vie publique, de la vie politique de la nation, nous trouvons nous vivons l'effet de corruption, on ne peut pas dire que le secteur des élections des sénateurs et des gouverneurs ne va pas être épargné. Par là, je vais directement donner un point de vue par rapport à la récente communication, à la récente mise en garde du chef de l'État. Moi, je pense que cette mise en garde, à mon niveau, comme acteur de la société civile, je suis en train de la trouver comme une intimidation pour certaines forces qui sont faibles, afin que les grands quotas qu'on aura au niveau du Sénat soient encore accaparés par une certaine classe politique, comme nous l'avons vu au niveau des législatives nationales et dans d'autres scrutins ici. Parce que lorsque on sait que ce sont les députés provinciaux qui votent au second degré, ce sont des gens qui sont consciencieux. Et on intimide qu'il y a des candidats qui sont en train de tenter de corrompre. La corruption n'est pas seulement financière, elle est aussi morale. Nous avons vu récemment ici le secrétaire général du premier parti politique, du parti au pouvoir, recevoir les députés. Oui, il a reçu les députés du Congo central
quand il les a parlé, et oui, il les a dit de tenir compte de la nation, de faire un choix pour la nation, tout ça. Mais par rapport à sa position comme secrétaire général du parti au pouvoir, est-ce que ce cadre-là, cette leçon morale laquelle sont-ils donnés à ces députés-là, ne peut pas apparaître comme une corruption morale? Nous pouvons conclure ainsi. Donc la corruption n'est pas seulement matérielle. Et donc dans ce cas-là, il faut qu'on commence d'abord à mettre des règles. Parce qu'elle vient, la corruption, des partis qui ont plus de pouvoir, qui contrôlent plus les appareils de l'État. C'est eux qui corrompent plus. Ceux qui sont dans l'opposition, oui, actuellement nous avons une opposition qui a aussi des moyens, mais ils n'ont pas vraiment tous les moyens de l'État pour faire une pression psychologique, pour conditionner aux députés provinciaux de faire d'opérer tel choix par rapport aux candidats de l'autre côté. Donc les partis politiques doivent compétir, ils doivent se battre, ce sont des compétitions, ce sont des bonnes guerres, mais que les pratiques de corruption ne puissent pas venir encore descendre cette démocratie qui est déjà en train de reculer, alors que nous étions déjà en train d'avancer avec un processus de démocratisation. Monsieur Kalimassi, vous également, vous êtes de la FDC, vous êtes parmi les partis et regroupements politiques à FDCA qui ont été frappés carrément par cette décision de la Cour. On voit 9 sièges qui vous a été amputés par la décision de la Cour. Aujourd'hui, on se dit FDC, qui était deuxième force politique, aujourd'hui revient à la 4e position pratiquement. Cette réconfiguration aujourd'hui, ça vient non seulement bousculer les choses, mais on revient quand même sur cette deuxième partie des élections avec les sénateurs et les gouverneurs. Aujourd'hui, vous n'allez pas nous contredire ici sur ce plateau que la majorité des candidatures n'est pas cooptée par la population. On va regarder. Tiens, dans le Haut-Katanga, la population n'accepte pas cette candidature, par exemple, de l'UDPS, avec M. Jacques Yaboula. Dans le Lualaba, la même chose. Les gens discutent sur même la position de Fichima Suka de devenir candidat. Et on va comme ça aller dans toutes les provinces où, carrément, vos choix politiques ne semblent pas rencontrer l'assentiment de la population. Merci beaucoup, madame. Moi, je crois que, avant de répondre à la deuxième préoccupation, laissez-moi toucher la question de la Cour constitutionnelle. Je ne voudrais pas répondre à cette question sous un état d'émotion, mais je voudrais répondre comme un analyste politique. Un analyste politique parce que tout simplement, on croyait avoir une Cour constitutionnelle indépendante, alors que c'est une Cour constitutionnelle corrompue. Et c'est ici l'occasion, pour moi, avant que la case ne se brûle, de demander au président de la République, en sa qualité de garant de la nation, de retourner les choses sur les rails. Mais cette Cour a démenti, par exemple, le document qui est apparu dans les réseaux sociaux, l'attribuant d'être corrompu. La Cour a démenti cette information. Il n'y a pas de fumée sans feu, madame. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est bien ça. Surtout lorsqu'on cite nommément les gens qui ont corrompu la personne du président de la Cour constitutionnelle. Quitte à lui de prouver le contraire. Au moins, le document a des signataires. Et lorsqu'un document engage les signataires, donc on peut considérer qu'il y a une partie de vérité. Et le combat aujourd'hui, ce n'est pas que on vise les partis politiques AFDC tout simplement, mais on vise la personne de Bahati Lukwebo qui gêne certains politiciens au sein de l'Union sacrée qui ne voudraient pas voir sa tête. Alors que les bonnes guerres par rapport à la politique, par rapport à ce qui s'était passé, parce qu'il y a eu les élections, les bonnes guerres devraient se faire sur terrain. Et c'est là où Bahati s'est bâti. Les bonnes guerres ne pouvaient pas se passer au niveau de la CENI, tout comme au niveau de la Cour constitutionnelle. S'il voulait combattre Bahati Lukwebo politiquement, il fallait le faire sur terrain. Comment il ne fallait pas attendre la CENI ou la Cour constitutionnelle
pour faire en sorte que Bahati soit... Qui combat Bahati au moment où, par exemple, en 1900 de l'Union sacrée est formée du présidium. Dans ce présidium, il y a autant de présidents, membres. Ça veut dire que toutes ces décisions sont prises collégialement parce qu'il y a plusieurs présidents aujourd'hui. Qui voudrait la tête de l'FDCA ou encore de Modeste Bahati du moment où vous êtes tous au sein de l'Union sacrée et vous composez la grande majorité parlementaire? Je peux vous avouer, madame, d'abord, c'est un combat de génération. Également, un combat de ceux qui se disent avoir commencé avec Félix-Antoine Tshisekedi en Suisse, après à Nairobi, qui voudrait à tout prix, ou qui trouve que Bahati est devenu un gênant, parce qu'il est venu entrer dans une histoire où il n'était pas au début. Oubliant que la politique est dynamique. Alors, il y a des dinosaures qui sont venus après dans les bateaux et qui voudraient à tout prix écraser M. Bahati Lukwebo parce qu'il y a une course ou une guerre au niveau de l'Assemblée nationale. Alors revenons-en à la question des élections des gouverneurs et sénateurs. Bien sûr, madame, avant d'arriver, je voulais un peu terminer mon idée. Je vais répondre à cette question. Le problème, c'est la guerre au niveau de l'Assemblée nationale. La guerre au niveau du perchoir du Sénat. C'est ce qui fait que les gens se liguent contre la personne de Bahati Lukwebo, oubliant que Bahati Lukwebo, c'est un monstre politique. Bahati Lukwebo, c'est une licarne dans ce pays. Même le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, là où il est, il sait qu'aujourd'hui, en perdant Bahati Lukwebo dans l'Union sacrée, il perdra une personnalité de grande taille qui pourra déstabiliser cette union sacrée. Par rapport à tous ces gens qui les trompent aujourd'hui parce qu'ils visent le pouvoir. C'est vice-versa. Hein. Aujourd'hui, il faudrait le dire, la FDC est entrée dans un engrenage où il sera un peu difficile de sortir et de sortir indemne parce que déjà, on vous bouffe de l'intérieur. Imaginez que vous puissiez encore être de l'extérieur. Ce sera encore pire. Je vous avoue, madame, l'AFDC rentrera dans ce droit. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle a elle-même créé une confusion. Lorsque M. Nyamugabo attaque Mme Ndoussi, qui est de la RDC, alors que Serge Bahati, qui était le meilleur élu du Sud Kivu, dans la liste de l'AFDC-A, et qui n'était pas attaqué, se voir, disons, ravir son siège et lui donner à Nyamugabo qui ne l'a jamais attaqué, tout en laissant la personne que Nyamugabo avait attaquée. C'est déjà une confusion au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est là où nous disons que l'AFDC rentrera dans ce droit et il restera la deuxième force après l'IDPS au cours de cette législature. Alors on revient à la question des élections. Par rapport au gouverneur des provinces, je voudrais tout simplement dire, madame, la thématique est entre les choix politiques et la volonté du peuple. Pour cette question, je voudrais vous répondre en disant que les partis politiques sont régis dans la Constitution et dans la loi électorale. Et chaque regroupement politique ou parti politique s'organise pour avoir les députés provinciaux, la majorité dans chaque assemblée provinciale. Et comme ces députés provinciaux sont les représentants du peuple, c'est à ce moment-là que ces regroupements politiques se sont organisés au travers les députés provinciaux élus, feront en sorte que le gouverneur qui va diriger soit celui de ces regroupements qui a la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale. Parce qu'il est supposé que ce regroupement qui a la majorité, c'est ce regroupement qui a été accepté par la population à travers ses élus et que ces élus peuvent s'organiser pour sortir un gouverneur par rapport à la volonté du peuple.
Mais il s'est fait que la Constitution est claire là-dessus. Au-delà des organisations, des regroupements et partis politiques, la Constitution n'a pas exclu que les candidats se portent en indépendant. Et lorsqu'ils se portent en indépendant, parce que c'est les votes, et on considère que les votes soient secrets, c'est aux candidats de se battre vis-à-vis soit des candidats de l'Union sacrée, soit des regroupements politiques majoritaires au niveau de cette assemblée provinciale ou de cette province pour gagner les élections. Et en ce moment-là, il n'y a que la campagne électorale. C'est la raison pour laquelle il y a un calendrier pour permettre à chaque candidat ou à une liste de candidats de battre campagne vis-à-vis des électeurs supposés indirects. Je pose une question. Voilà. Vous êtes parti politique, vous choisissez quelqu'un, vous annoncez sa candidature. Et la population, déjà d'emblée, avant même de vouloir écouter ou réécouter son projet, dit non. Mais vous vous obstinez à le faire. Est-ce que c'est une politique pour le peuple ou pour vous-même? Madame, là, vous savez, il y a aussi des sentimentalistes ou des gens qu'on instrumentalise contre un individu. Vous comprenez? Mais cela ne voudrait pas dire que cette personne-là ne peut pas diriger la province parce qu'il n'est pas accepté par la population. Merci beaucoup. Je veux revenir sur vous. Monsieur Aristote Ngarimé, bienvenue entre-temps à Monsieur Olivier Sambaye qui nous a rejoint. On l'a annoncé tout à l'heure, il nous a rejoint ici sur ce plateau. Monsieur Aristote Ngarimé, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous, les politiques, je veux le dire de manière crue, parce que c'est ce que la population dit, vous nous mentez à travers votre démocratie, à travers vos textes. Vous créez des dispositifs parce que si on suppose que le vote est secret et qu'il peut y avoir des candidats indépendants, ça veut dire que vos députés sont appelés au libre arbitre et non au mot d'ordre. Comment? Parce que cela a été prouvé plusieurs fois au Sénat. M. Bochab n'avait pas été voté alors que vous aviez la majorité. Ça suppose entre-temps que vous pouvez donner un mot d'ordre qui ne peut pas être respecté, mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu corruption. Merci, madame, pour cette question. Là, ça dépendra de la maturité des députés provinciaux. J'apprécie ces sujets. Avant d'aller trop loin, il faut d'abord rappeler ici que la Constitution du 18 février 2006 présente la RDC comme état un État qui a 25 provinces, plus la ville de Kinshasa qui a aussi le statut d'une province. En effet, les animateurs de ces provinces-là, ce qu'on appelle des gouverneurs, les gens qui sont censés gérer en effet ces 25 provinces, plus la ville de Kinshasa. Premier élément. Deuxième élément, madame, la Constitution également, pour créer le développement au niveau de la base, pour que la province puisse découler, la Constitution a mis en place une disposition qu'on appelle la loi de la péréquation. En fait, c'est une caisse de la péréquation. Avant de parler du développement de province, il faut également faire référence à une caisse qu'on appelle la caisse de péréquation. Cette caisse-là a pour objet de corriger les déséquilibres qui existent entre les provinces. Madame, il y a des provinces riches, il y a des provinces pauvres. Il y a des provinces dites riches, il y a des provinces dites pauvres. Comment corriger les déséquilibres entre les provinces afin de booster le développement? C'est alors que la Constitution a mis en place une caisse qu'on appelle la caisse de péréquation. Ces deux éléments-là, il faut d'abord rappeler ça pour en effet parler des animateurs de province. Maintenant, je veux aborder la question relative aux animateurs de province, madame. Ne devient pas un gouverneur de province qui veille. Madame, il y a des provinces plus vastes que certains États. Je prends la province de Baouélé, ma province. Cette province-là est plus vaste que le Cameroun de Paul Biya.
Donc, quand vous êtes gouverneur de Bazouélé, un chef d'État. Votre alter ego, équivalence, on peut dire que vous êtes comme Paul Biya. Quand vous gérez la ville-province de Kinshasa, ça dit que vous êtes alter ego de président Sassou. Donc il y a des provinces avec une superficie vaste, considérable, qu'on ne peut pas laisser entre les mains des aventuriers, des gens approximatifs, des gens qu'on n'arrive même pas à cerner. C'est ça le problème. Donc le critérium pour être gouverneur de province, c'est ce qui doit être renforcé. Plusieurs fois, j'ai suivi le président de la République. Il a été contre cette manière de lire le gouverneur. Il avait d'ailleurs promis qu'il souhaiterait qu'on puisse revenir dans la nomination. L'actuel président, il en a parlé. Oui, il voulait d'ailleurs revoir tout ça parce que, madame, pour être gouverneur de province, il faut le minimum de conscience, minimum de patriotisme, la connaissance de l'État. On ne vient pas faire des aventures à ce niveau-là. Et c'est ce que nous constatons. Nous avions suivi la manière dont Augustin Kabouya a distribué des postes de gouverneur. En réalité, madame, celui qui décide sur la gestion des provinces, en ce moment, il s'appelle Augustin Kabouya. Donc, lui, c'est le gourou, c'est le chef coutumier, et vous venez auprès de lui, et c'est Augustin Kabouya qui décide sur votre sort. Que la population puisse accepter ou non, mais Augustin Kabouya dit. Je prends ici le cas de Kiaboula, dans le Haut-Katanga. Mais c'est un homme qui a été fortement contesté. Plusieurs fois, j'ai été au Katanga. Il est contesté, il n'y a pas la bonne gouvernance, il est incompétent, il n'a pas bien géré. Mais Augustin Kabouya, s'il font de quel mariage, je ne sais pas, il présente la candidature de Kiaboula. Donc, en réalité, ce n'est pas l'élection de gouverneur, madame. Il faut enlever le mot élection. Il faut dire entérinement des candidatures portées par Augustin Kabouya. Quand Augustin Kabouya agrée votre candidature, on part maintenant entériner au niveau de la base. Il n'y a pas d'élection, on entérine. Parce que Kabouya a dit, c'est Kabouya. Et du coup, il y a un sérieux problème. Moi, je pense, madame, il faut d'abord aller dans le fond. C'est lui qui veut être gouverneur. Quelle est sa vision par rapport à cette entité, par rapport à cette province? Qu'est-ce qu'il a comme idée? Mais au départ, déjà, est-ce qu'il y a un critérium qui définit les gouverneurs par rapport à la spécificité de chaque province? Parce qu'il faudrait que l'on sache déjà a priori quand quelqu'un vient dans telle province. Les missions principales, c'est quoi, par exemple? Parce que les mêmes missions, par exemple, pour le Haut-Katanga ou le Lualaba, ce n'est pas les mêmes missions pour la Tchouapa ou encore l'Équateur. Là, sur ce point-là, d'abord, j'ai évoqué la Caisse nationale des pérocations. L'État est conscient qu'il y a des provinces pauvres et des provinces riches. Pour éradiquer le déséquilibre, il a mis en place la Caisse nationale des pérocations. On doit rendre cette caisse opérationnelle. C'est-à-dire qu'on puisse rétrocéder, donner à des provinces pauvres le moyen nécessaire pour se développer. Vous n'allez pas comparer la province de Bazouélé et la province de Lualaba. C'est le jour et la nuit. La province de Bazouélé, c'est une province, pour l'instant, c'est pauvre. Mais vous allez à Lualaba, il y a la liquidité. Voilà, comment faire pour tirer la province de Bazouélé au même niveau que la province de Lualaba? C'est pourquoi on a mis la caisse des pérocations. Là, c'est un autre problème. Mais le vrai problème, maman, c'est lui qui vient être gouverneur de province. Il faut d'abord écouter son projet. Qu'est-ce qu'il a en tête comme une idée, comme philosophie, comme parcours, comme moralité? C'est ça le vrai problème. On prend n'importe qui gouverneur de province. C'est ça le débat. Donc il faut qu'il y ait un débat en interne pour savoir, mais vous voulez être gouverneur, oui, mais pour quelle finalité? Là, Kabouya ne venait pas écouter cette histoire-là. Chez Kabouya, quand vous venez d'être, vous dites que non, c'est vous. Vous êtes désigné. Il n'y a pas un débat en interne pour dire que voilà ce que je vais faire une fois que je suis gouverneur. Et maintenant, il y a une contradiction entre la base et des candidatures désignées par Kabouya. Maintenant, Kabouya désigne Kiaboula. Et la base dit non. Et lorsqu'on lève le ton, il dit que non, vous les Kassaïens, qui est au Katanga, vous êtes des immigrés. Encore que le mot, je ne sais pas s'il y a sa place. Immigré. Quelqu'un qui quitte Kassai pour venir à Lumbashi, il est immigré, selon Kabouya. Donc, des choses comme ça, alors que la base en parle. Donc, il y a une contradiction entre des candidatures de l'Union sacrée et la volonté du peuple. Il faut qu'il y ait un débat en interne, sinon, nous allons
vivre le chaos de nos provinces. Nous n'allons pas vivre le décollage de nos différentes provinces. Pourquoi? Parce qu'on désigne des gens approximatifs, des gens qui n'ont pas une vision. Il n'y a pas de débat en interne. On n'a pas respecté le critérium. Certes, vous êtes Congolais, vous êtes âgé de 30 ans, vous êtes, je suis, tout ça, c'est pas un problème. Mais le projet, l'idée, la philosophie, la gestion de la province n'est pas donnée à tout le monde. Monsieur Sambaï, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème d'hommes? Il y a un problème de politique en interne chez les politiques, permettez cette tautologie, ou bien la démarche est biaisée dès le départ? Bon, vous posez une question qui renferme en elle-même la réponse. Le problème congolais, c'est un problème d'homme, parce que j'ai compris personnellement que nous avons un sérieux problème d'éthique, problème de valeur morale. Il y a un sérieux problème d'absence des... Il faut le dire de façon crue, l'absence des moralités dans les affaires publiques. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je fais de la lutte contre les antivaleurs sous toutes ses formes, mon cheval de bataille. J'espère que vous avez présenté que je suis coordonnateur d'une ASPL dénommée Cercle Axiologie qui lutte contre les antivaleurs, qui milite pour l'instauration des valeurs, qui a un vœu émis qui tente à offrir la société des personnes vertueuses, parce qu'on a compte du bout du doigt des personnes vertueuses. Et du coup, on fait la politique pour soi. Et non la politique pour transformer la société. Et quand on entre dans les affaires publiques, on vise soi. Je vais vivre dans l'opulence, je vais m'offrir les conforts, et je vais tout faire pour assouvir mes appétits, pour m'offrir le plaisir. Voilà, c'est tout ça la finalité de l'agir politique. En ce qui concerne l'homme congolais, les exceptions sont à compter du bout du doigt. Des personnes qui sont vertueuses, des personnes qui sont vertueuses, qui entrent vraiment dans les affaires publiques, dans l'optique de transformer la société. Et comme conséquence, nous sommes victimes de cette situation depuis qu'on a accédé à l'indépendance. Depuis 60, c'est la 64e année, rien ne change. Vous voyez réellement que c'est parce que nous avons l'absence des valeurs et puis on ne sait pas vraiment adapter la théorie de l'agir politique et la pratique politique. La théorie de l'agir politique ancienne, une chose, la pratique en est une autre. Et c'est un sérieux problème. Pour résoudre ces problèmes, il nous faut vraiment qu'il y ait les idées claires et distinctes dans les affaires publiques. Il faut qu'il y ait les vertus, l'éthique, la moralité dans les affaires publiques. Et qui peut donner l'action? Qui peut donner l'ego? C'est la tête, c'est le chef de l'État qui doit donner l'ego, qui doit définir ce qu'il faut pour qu'on puisse s'ouvrir à une nation intègre, une nation des personnes vertueuses. Parlons un peu de la première question qui est très importante, la question de l'accord constitutionnel. 30 secondes, je reviens sur ça. Mais vous comprendrez que toutes les grandes religions du monde, madame, j'ai eu l'occasion de lire toutes, parce que je pourrais dire toutes les grandes religions du monde. Quand vous êtes dans le christianisme, le principe de la justice est fondamental. Vous êtes dans le jaïnisme, le principe de la justice est fondamental. L'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, la justice est fondamentale. Elle s'accorde toutes ces religions que la justice est la vie de nation. Mais lorsqu'on est en train de voir la justice au Congo, la nation ne saura pas s'élever par rapport au fonctionnement de l'appareil judiciaire. Le chef de l'État a manifesté des inquiétudes au départ et par la suite, il s'est même plaint pour dire que ça ne va pas dans le secteur judiciaire. Alors que vous avez le président de la Cour constitutionnelle qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors quand on parle déjà corruption au niveau de la Cour constitutionnelle, mais qui va sanctionner alors tous les magistrats? Parce que c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Et vous avez les procureurs après la Cour de cassation, vous avez les présidents de la Cour constitutionnelle, ainsi que les procureurs après la Cour constitutionnelle, qui, avec certes Conseil d'État, qui composent le Conseil supérieur de la magistrature, où on peut prendre des sanctions pour les actes d'improbité que peut commettre certains hauts magistrats et magistrats de la République. Mais vous voyez déjà, c'est un sérieux problème, c'est inexplicable qu'on puisse mettre de côté quelqu'un qui a 14 000 voix, publiées par la CENI, et quelqu'un qui introduit les recours contre un candidat, mais la Cour constitutionnelle invalide la personne qui n'est même pas attaquée.
14 000 voix et la première personne sur la liste, les premiers, on les remplace par quelqu'un qui a 6 000 voix. C'est inexplicable. Comment expliquer cela même à un enfant de l'école primaire? Cela se fait par les deux membres du bureau, les deux Benjamins du bureau. C'est ce qui démontre par A plus B que nous avons un sérieux problème d'éthique, un sérieux problème de valeurs, la moralité dans les affaires publiques. Mais aussi, réfléchissons un peu sur base de quoi on maintiendrait la position de la loi électorale en ce qui concerne les deux fameux seuils de représentativité et de recevabilité. On organise l'élection, pour ceux qui le savent, les téléspectateurs, les experts en matière du droit du travail, les comprendront, les élections des députés provinciaux, nationaux sont organisées comme les élections des syndicalistes dans les entreprises. On vote sur base des listes. Recevabilité, on fait les partages des sièges par rapport aux listes qui sont votées et non par rapport aux individus. Alors on parle des élections législatives nationales, on devait voter des individus et en 2006 nous avons eu les meilleures élections législatives où nous sommes dans une circonscription, on a besoin de 17 députés, il y a 800 candidats, on étale toutes les voix de 800 candidats, c'est qui est le premier, le deuxième, le troisième, et c'était des meilleurs. C'est pourquoi vous comprendrez peut-être dans une circonscription, il y avait par exemple 3 membres d'un seul parti politique qui sont députés parce qu'on a organisé exactement comme l'élection présidentielle. Il faut qu'on y revienne. Parce que ce qui est aujourd'hui, nous n'avons pas des bons représentants du peuple. Dans ce sens que... On n'a pas les véritables représentants. Les véritables représentants du peuple. Dans ce sens que quelqu'un qui a 15 000 voix, son parti n'a pas atteint le seuil de représentativité, il ne sera pas élu député national. Alors que quelqu'un qui a 5 000 voix, son parti atteint le seuil de représentativité, il est député national. Alors il va représenter qui? On n'a pas de véritables représentants du peuple. Et c'est un sérieux problème. Ce qui veut dire que ceux qui iront à l'Assemblée nationale iront pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt de la population parce qu'ils ont la minorité de leur base. Ça, c'est un sérieux problème. Il faut revoir rapidement comme solution, revoir rapidement la loi électorale. Et c'est le moment. On ne va pas attendre 2026-27 parce que nous serons asphyxiés. C'est le moment, les questions essentielles, existentielles même de l'État et les députés qui sont là, on leur fait confiance quand bien même qu'il y a un sérieux problème de représentativité de la population à laquelle nous appartenons. Mais il faut qu'ils puissent rapidement traiter cette question. Mais aussi, au chef de l'État, en ce qui concerne le problème de la justice, il faut qu'il puisse porter son manteau, sa casquette des magistrats suprêmes. Parce qu'il n'y a aucun haut magistrat de la République qui est élu. Ils sont tous nommés sur ordonnance présidentielle. C'est le président de la République qui nomme. Dès lors qu'il y a juste des stigmates, des soupçons même de corruption, ces magistrats-là ne méritent même pas. Soupçons même. Parce qu'un magistrat, c'est une personne qui est probe, remplie de probité morale très élevée. Je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui peut se permettre de qualifier, si je pourrais me permettre de les citer. On a eu un ministre de la Justice qui a reçu l'ovation de tous, et c'était, à ma connaissance, Luzolo Bambi. Il a été nommé pour lutter contre la corruption. Son travail, juste les 3 premiers mois, avait porté les fruits. Et rapidement, on avait même suspendu l'histoire de lutte contre la corruption. Mais si aujourd'hui, même vous allez à l'UNIKIN, vous demandez aux étudiants, quand vous parlez de la corruption, que Luzolo Bambi est corrupteur, personne ne va accepter. Donc vous comprenez que des magistrats sont des personnes qui ont une probité, qui sont censées avoir une probité morale très élevée, irréprochables dans leurs actions, dans leurs fonctions, même en dehors de leurs fonctions. Donc le président de la République a l'obligation de nettoyer le secteur de la justice, mais aussi de sanctionner les magistrats. Mouzel ne s'était pas trompé en sanctionnant plus de 400 magistrats à l'époque, parce qu'il avait compris que c'était un sérieux problème. Il fallait qu'on ait des personnes vertueuses pour l'élévation de cette nation. Alors, en ce qui concerne les élections législatives, volonté du peuple ou calcul politique? Mais la réponse est connue, ce sont des calculs politiques. Mais comment vous voulez imposer quelqu'un gouverner alors que la population ne le veut pas? Alors que les gouverneurs doivent gérer la population. La population refuse. Mais pourquoi vous voulez faire les forcings? Ce qui veut dire que les affaires politiques se transforment en une entreprise privée où les DG nomment qu'il veut, place qu'il veut pour atteindre ses objectifs. Et là, on ne sert plus la population, on se sert, comme je venais de le dire. Alors, pour résoudre ces problèmes, une fois j'ai dit tantôt, madame, que notre constitution, c'est, dans certaines dispositions de la constitution, c'est un danger, un piège pour notre pays. L'homme blanc est très patient. Quand il applique la logique prospective, il peut s'accorder 70 ans, il peut s'accorder 50 ans, pourvu qu'il atteigne son objectif, même un siècle.
parce qu'on veut balkaniser ces pays, on a tribalisé les affaires publiques. Pour être député provincial, je suis de Kinshasa, je ne peux pas aller postuler, par exemple, au Bazouélé chez mon frère Aristote, parce que là-bas, on dira, il n'est pas de chez nous. Même si je concocte un projet salvateur pour les Bazouélé, personne ne va me donner le suffrage. On dira qu'il n'est pas de chez nous. Et on préférera Aristote, même si, par exemple, Aristote ne présenterait pas un projet juteux pour la transformation de la population. Voilà un sérieux problème. Par conséquent, nous avons des députés provinciaux qui votent par affinité, qui, la CENI, vous avez lu les communiqués, qui interpellaient tous les députés provinciaux qui se livraient dans des corruptions, qui vont voter simplement parce qu'ils vont chercher à récupérer l'argent dépensé pendant la campagne électorale. Ils imposent des montants faramineux à certains candidats, c'est pour lesquels vous avez vu des reports et reports. Les candidats ne se font pas présenter pour les élections du Sénat. Par conséquent, réfléchissons et accompagnons le chef de l'État dans sa proposition de modifier la Constitution. J'ai déjà proposé ça bien même avant, nous sommes au début de l'année 2023, pourvu que les députés nationaux puissent comprendre cela. Mais en attendant la modification de la Constitution, aujourd'hui nous sommes devant un fait. Comment arriver à pallier cela? Parce que les candidats sont là pour les sénatoriales, mais aussi pour le gouvernorat. Aujourd'hui, on se dit, comment arriver à résoudre ce problème des gouverneurs avec une vision assez avancée pour le développement? Parce qu'aujourd'hui, quand on doit voir, par exemple, le projet de développement de 145 territoires, on se dit, les politiques qui viennent, les gouverneurs et autres, ne tiennent même pas compte de ces communautés-là, ne tiennent même pas compte du pouvoir des responsables communautaires. Comment arriver à faire, par exemple, ce projet de développement de 145 territoires au moment où ces communautés-là ne sont pas prises en compte? Madame, je vais commencer par la proposition de revoir la Constitution. Je ne pense pas que revoir la Constitution va résoudre les problèmes aujourd'hui. Parce que le problème qu'il y a dans notre pays, ce n'est pas la Constitution, ce ne sont pas des lois. Ce sont les hommes, comme nous sommes en train de le dire. Je vais revenir par les topos, un tableau qu'a peint mon aîné à droite. Monsieur Henri Kalimas. Oui, il nous a effectivement détaillé la situation. Il nous a expliqué comment les appétits gloutons des sociétaires de l'Union sacrée jettent en pâture l'image, la sacralité même de l'État congolais. Il nous a dit que ce sont des gens qui ne veulent pas de Bahati. Ils se disputent pour les postes à l'Assemblée nationale. Et rendez-vous compte que nous sommes en train de parler de la vie d'une nation, d'un État qui se veut un État de droit démocratique. Lorsque les individus doivent avoir une emprise sur les institutions, au point de saper l'image même de l'État, est-ce que nous pouvons nous dire que ce sont des lois qui nous manquent? Non. Revenons sur cette affaire de la Cour constitutionnelle. La CENI, lorsqu'elle publie les résultats, il y a deux principes. Elle tient compte d'abord du principe du seuil, selon la loi électorale. Le principe du seuil dit qu'une liste, toutes les listes d'un parti ou d'un regroupement politique dans toute la République démocratique du Congo doivent réaliser au moins 1% du suffrage valablement exprimé pour être éligible à l'attribution de siège. Ça, c'est le premier principe. Si on dégage les listes qui ont atteint le seuil, on arrive maintenant au principe du quotient électoral. On vient dans la circonscription électorale. On prend le nombre de voix obtenues par, des suffrages valablement exprimés obtenus par toutes les listes qui ont au moins atteint le seuil. On divise ça par le nombre de sièges à pourvoir pour savoir quel regroupement doit avoir combien de députés. Et à partir de là, on fait ces calculs. On revient encore dans la liste de chaque parti ou chaque regroupement. Qui a eu combien de voix pour lui donner un siège ou pas. Et quand la CENI a publié les résultats provisoires, c'est une œuvre humaine, elle n'est pas toujours parfaite, elle envoie tous ces agrégats à la Cour constitutionnelle. La loi prévoit également qu'on envoie à la Cour constitutionnelle les plis, donc les PV venus des bureaux de vote, pour s'en servir. La Cour constitutionnelle ne juge plus de qui a gagné dans l'urne constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne fait que vérifier. C'est un juge de la vérification de la sincérité des résultats. Donc, quand les candidats viennent lui présenter leurs requêtes, les recours avec le PV, la Cour examine les pièces qu'ils trouvent. Elle n'est pas autorisée
par principe, de réouvrir les plis qu'elle a. Mais c'est seulement par voie exceptionnelle. Mais nous avons vu la Cour publier des résultats attribués à des partis de CEI alors qu'elle n'a pas procédé à la réouverture des plis. Comment on a jugé que telle liste a effectivement atteint le seuil pour que tel candidat passe, alors qu'on n'a pas vu les voix de toutes ces listes-là dans toute l'étendue du territoire, parce que le seuil, il est national. Tout à fait. Comment on est arrivé à conclure que tel regroupement, tel seuil, tel candidat passe? Il y a une liste, je prends le cas de Kikwit ou Idiofa. Un candidat a 21 000 voix. La Cour estime que ce candidat-là n'a pas réussi au profit d'un candidat qui avait 9 000 voix, alors que c'est une circonscription à plus d'un seuil, il y a des candidats qui ont moins de voix que lui. Même chose à Kikwit. Une dame, sociologiquement populaire, elle est deuxième, avec 3189 pour qu'on sorte voix. On attaque, il y a celle qui vient après elle, le troisième sur cette liste a 1000 et quelques voix, proclamé lui avec 1000 et quelques voix, parce que son regroupement a été laissé, bien sûr. On vient publier le 6e sur la liste, en remplacement de la dame Kidima Ida qui a 3000 voix, et on laisse le candidat qui a 1000 voix. Même si on peut dire qu'on a ouvert les plis, et qu'on a trouvé que le regroupement de cette dame-là n'a pas atteint le seuil, par rapport à Seni, on ne prendrait pas cette deuxième sur la liste. C'était plutôt celui qui a 1000 voix qui passerait, même si on a trouvé que les regroupements de ces candidats avaient atteint le seuil. Les cas, par exemple, de Fils Bahati et Agema Tembole de Benjamin du Parlement. Analyser la situation, c'est juste par le fait de la clameur. Parce qu'après qu'ils ont été publiés, ce sont des citoyens qui sont effectivement en droit de postuler. Ils ne sont pas interdits parce que leurs parents sont dans tel autre poste politique. Si effectivement ils ont postulé, qu'ils ont eu des voix, il était premier sur la liste, à quelle raison être aussi simpliste? Parce qu'il y a une clameur. Et surtout qu'il n'y a pas eu de plaintes. Il n'y a pas eu de plainte contre lui. Il y a un autre cas ici patent qui nous montre qu'il y a eu complaisance. Il y a un jeune à Lukunga, un jeune de 36 ans. C'est un jeune sur terrain, il est populaire. Yes. Katassi. Moi, je le connais par les noms parce que quand j'ai vu, on l'a publié, on l'a encore invalidé, je me suis dit que mais maintenant, ce monsieur peut même se suicider. En 2018, il est publié. Il est proclamé par la CENI, provisoirement élu. Il va siéger au Parlement, il vient à la Cour constitutionnelle, on l'invalide. Contre un cacique. Cette fois encore, la même chose. Et je me suis dit que mais comment ce monsieur arrive toujours à être proclamé par la CENI pour se voir invalidé? Signifie qu'effectivement, il a été élu, il a eu ses voix. Mais il vient à la Cour constitutionnelle parce qu'il n'a pas d'appui politique, parce que les caciques sont en train de se battre pour avoir beaucoup de députés et gagner un poste de président ou de membre du bureau du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Il faut sacrifier ces citoyens qui se battent alors que les gens dépensent des moyens. Nous devons nous poser des questions aujourd'hui. Pas seulement les moyens, la population s'identifie en eux. S'identifie en eux. Nous devons nous poser des questions aujourd'hui. Que nous valent les élections lorsque le pays doit dépenser plus de 1 milliard de dollars, lorsque des citoyens doivent se poumonner, marcher ci et là la nuit pour aller travailler dans des bureaux de vote, lorsque les gens doivent rester toute la journée devant les bureaux de vote sans manger, pour qu'à la fin, un groupe d'individus se réunisse pour décider qui doit être proclamé, qui ne doit pas l'être. Le problème n'est pas même au niveau du seuil. Le problème, c'est la conscience humaine. Et c'est tout ce que nous disons même au niveau des provinces. Mais face à la conscience humaine, on sent qu'il n'y a pas cette conscience-là. La population est vouée à elle-même aujourd'hui. La population se plaint, mais cette population n'est pas écoutée, n'est pas entendue. On se sert de la population, par exemple, dans le cas de clameurs publiques, pour justifier certains actes. Mais en soi, les vrais problèmes de la population aujourd'hui ne sont pas résolus. Effectivement, madame, nous sommes au 4e cycle électoral. L'évolution du processus au niveau d'abord de l'organe, des logés de l'organe qui gère les élections, nous fait voir que nous sommes en train de reculer au lieu d'évoluer. On a eu des élections de 2006, c'était des bonnes élections avec l'abbé Apollinaire Malou Malou. Nous avons eu des élections de 2011. Les gens peuvent vous dire tout ce qu'on a dit, mais Ngoïmoulou a organisé des élections. C'était des élections qui étaient organisées techniquement bien. En 2018, on a essayé un peu de déboîter, mais cette fois-ci, nous sommes en train de reculer.
Ça, c'est du côté de l'organe de gestion des élections. Mais du côté de la population, madame, il ne faut pas s'en faire. La population est en train d'acquérir un certain niveau de maturité. Nous le remarquons aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, à peine 2 mois après la publication des résultats du président de la République et encore tout ce qui se passe avec les législatives ici, vous sentez que la population est déjà en train de comprendre qu'à telle étape nous avons été manipulés, à telle étape on nous a menti et qu'il faut prendre des gardes. Nous allons nous réveiller un jour dans ce pays où la population dira que ça en est assez. Et c'est à partir de là que viendront les bons changements. Monsieur Kalimassi, aujourd'hui, comment résoudre ce problème? Parce que, il faudrait le dire, au fur et à mesure, on se dit, après les résultats de la Cour, presque la plupart des grandes figures politiques sont revenus sur la scène. Ils sont revenus au détriment de ceux des candidats publiés par la centrale électorale. Aujourd'hui, est-ce que les élections de sénateurs ou encore des gouverneurs des provinces peuvent avoir une issue favorable et donner l'image à la population d'être écoutée et finalement de faire la volonté du peuple d'abord? Oui, madame, je crois que sur ces plateaux, je mérite la protection parce que j'ai fait face à 3 personnes contre moi, celle qui suis de l'Union sacrée. Quand bien même qu'il y a il est de la société civile, il est professeur, justement, c'est des analyses. Quand bien même que nous nous rencontrons sur certains points, oui. Nous devons savoir relativiser les choses quand nous faisons un débat. Quand j'ai parlé de Bahati Lukwebo, ce n'est pas pour des appétits gloutons tels que l'a dit mon frère de la société civile. Vous-même, vous veniez de dire tantôt ici que c'est la population qui donne le pouvoir, ou qui devrait donner le pouvoir aux politiciens. Et pour que la population donne le pouvoir aux politiciens, il n'y a qu'une seule voie. C'est la voie des urnes. Les organisations des élections par la CENI. Et c'est dans ce sens-là que Bahati Lukwebo, à travers son parti politique, a été élu ou a obtenu des députés ou des élus qui devraient réellement représenter ce peuple. Et c'est dans la même voie que j'avais dit ici que si les gens se battent autour de l'Assemblée nationale, parce qu'ils voient que Bahati réellement, son parti a été élu par le peuple et ils ne voudraient pas que Bahati, à travers son parti, puisse diriger l'Assemblée nationale. Pourquoi seulement lui? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs dirigeants. Pourquoi estimer qu'il y a acharnement sur la personne de Bahati Lukwebo? Il y en a plusieurs. Il y a le MLC qui est là. Il y a Mbosso Kodja qui est là. Il y a Samalou Konde qui est là, membre du présidium. On n'y jette que la pierre sur un fruit mûr, madame. Donc, apparemment, vous parlez d'un complot contre Bahati, tous contre Bahati. Effectivement. Okay. Bahati fait peur vis-à-vis de ses détracteurs politiques. Et on ne va pas lui laisser comme ça. Raison pour laquelle tous ces scénarios sont montés pour les déstabiliser politiquement. Mais Bahati a confiance au président de la République. Bahati a confiance aux institutions de la République. Et Bahati Lukwebo, en sa qualité de personne morale, on ne dit pas que c'est Bahati Lukwebo qui doit être nécessairement président de l'Assemblée nationale. Mais s'il arrivait que son parti politique, à travers lui, soit majoritaire au niveau de l'hémicycle, il peut porter le choix s'il est membre de son parti. Et actuellement, il ne l'est plus. Mais la force du parti... Madame, je vous dis qu'il y a une jurisprudence de 2018. Cette jurisprudence sera appliquée à la Cour constitutionnelle et les députés nationaux de l'AFDC seront rétablis dans leurs droits. Maintenant, je voudrais réagir par rapport à certaines préoccupations de mes co-débatteurs. Nous devons savoir différencier les choses. Parce que j'ai vu M. Nestor se poumonner, ou Aristote, accuser M. Kabouya. Vous devez savoir que quand bien même qu'il y a des gens qui doivent être élus comme gouverneurs ou vice-gouverneurs, ces gens, au-delà des indépendants, doivent provenir de leur regroupement politique. Le problème, c'est que
les gens ne refusent pas qu'ils viennent des regroupements politiques. Mais pourquoi vous prenez seulement les personnes qu'on ne veut pas dans vos regroupements politiques, comme s'il n'y avait qu'eux? C'est ce qui dérange. Provenir ne veut pas aussi dire imposer. Il faut les envoyer à la compétition en laissant les chances égales pour tout le monde. Bon, peut-être c'est l'option qu'il faudra ajouter dans la loi électorale ou dans la Constitution au cas où il sera réformé. Mais présentement, étant entendu que les votes est secret et les députés provinciaux sont libres de voter les personnes de leur choix, cela n'empêche à un regroupement politique, dans son organisation interne, de désigner ses candidats et de les lancer au concours. Le concours, c'est passé où? Au niveau de l'Assemblée provinciale. Je veux quand même qu'on reste sur cet aspect. Est-ce que le problème, ce n'est pas l'image que vous renvoyez à la population? Parce que si c'est une cooptation en interne, pourquoi vous voulez insister et faire consommer ça même à la population qui ne va pas voter? Que c'est le candidat de X, c'est le candidat de... Comme si vous voulez travailler le moral des gens pour dire qu'au finish, vous êtes obligé de faire ce choix. Du moment où vous, politiques, vous savez que la loi dit clairement que les députés ont un vote secret et c'est le libre arbitre. Donc, que vous choisissez un candidat ou pas, les députés sont libres de choisir la personne qui va mieux représenter la population. Pourquoi ne pas garder cette machine en interne entre vous, mais vous voulez en faire une large communication pour qu'au finish, même la population se dise finalement c'est elle qui va être élue parce qu'il est candidat de X. Est-ce que ce n'est pas là une corruption morale que vous nous faites un tout petit peu? Écoutez, madame, ce n'est pas question d'une corruption morale. Les élections sont libres à tout le monde qui voudrait être gouverneur. Mais lorsque moi, en tant qu'IDPS ou Union Sacrée, nous nous retrouvons dans une province donnée, et dans cette province, il y a par exemple l'AFDC qui est en tête, avec par exemple 10 députés provinciaux. L'IDPS avec 5 députés provinciaux. L'INC avec 4. Nous nous disons comment nous allons nous organiser, nous en tant que l'Union Sacrée, au-delà des autres qui pourront peut-être venir, et qui pourront aussi venir présenter leur candidature. Nous sommes l'Union Sacrée. Nous sommes au pouvoir. Mais nous n'interdisons pas aux indépendants, tout comme à l'opposition, de venir postuler comme nous. Et si c'est le cas, alors, la corruption, nous organisons... La corruption viendra d'où? Du moment où vous êtes majoritaire, du moment où c'est vous qui tenez la majorité de finances, cette corruption viendra d'où? Viendra de vous? Il n'y a pas question de... C'est là où peut-être vous me rejoignez. Je venais de dire ici, nous devons nous comprendre mutuellement. Je venais de dire ici, les votes est secret. Le fait d'aligner les candidats ne voudrait pas dire imposer aux députés provinciaux de voter ces candidats. La responsabilité incombe aux électeurs indirects de la population, qui sont les députés provinciaux. Il peut se faire que, on en a vu, par exemple en 2006 ici à Kinshasa, l'MLC était majoritaire. Il y a même ces députés de l'MLC qu'on avait pris et allaient les enfermer quelque part pour qu'ils viennent voter Ada Bombole. Est-ce que ces députés avaient voté réellement Ada Bombole? Mais comme l'MLC était majoritaire, avait présenté la candidature d'Ada Bombole, mais c'est Kimbuta qui était sorti. C'est là où je dis, la responsabilité incombe aux députés provinciaux, c'est à eux de se décider. Mais les partis politiques, à travers leur organisation face aux adversaires, ils s'organisent pour aligner leurs tickets. Vous les condamnerez en quoi? Parce qu'ils sont seulement au pouvoir? Mais c'est une course aux autres de battre campagne auprès des députés provinciaux et aux députés provinciaux de regarder la misère de la population qui les avait amenés là où ils sont pour se décider en fait de donner les gouverneurs qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, je crois que ce n'est pas une question d'accuser les uns ou les autres. C'est une question de faire une analyse approfondie, que parce que nous sommes ici, la population nous regarde, ces députés provinciaux nous suivent, et à eux maintenant d'être conséquents. Mais si nous nous mettons ici parce que moi je suis des partis X ou de l'autre,
Nous devons accuser seulement ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils ont les moyens et directement nous disons ce sont eux qui gagneront. Non. Nous avons vu pourquoi il y a des délégations qui descendent à chaque organisation des élections, de chaque regroupement ou organisation politique, pour chaque province. Donc, même l'Union sacrée n'a pas le monopole des votes au sein de l'Assemblée provinciale. Il y a eu toujours des surprises. Il y a eu toujours des surprises. Donc, on n'accuse pas tel ou X ou Y, tel que mon frère Aristote voudrait accuser Kabouya. Kabouya est en train de jouer son rôle au sein de son organisation qui est l'IDPS. Il présente ses candidats au sein de l'IDPS qui vont concourir avec d'autres candidats. Si la chance tombait sur les candidats de l'IDPS, tant mieux, ou de l'Union sacrée, si les députés se décidaient autrement, c'est aux députés de voir la volonté du peuple. Par rapport au projet, là aussi, je voudrais peut-être éclairer l'opinion ou mes co-débatteurs. Ce n'est pas au niveau des partis politiques où les candidats doivent présenter leurs projets de société. Les projets de société se présentent au sein de l'hémicycle en face. Mais il y a un débat en interne. Il faut déjà au niveau, comme on dit, les primaires quand même. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé chez nous, raison pour laquelle j'ai dit il faut qu'on fasse entrer ça dans nos lois électorales ou dans notre constitution. C'est pourquoi j'ai dit ça. Mais présentement, les projets de société, les candidats les présentent au niveau de l'hémicycle face à leurs électeurs. Si le projet de société est convaincant... Mais maintenant, sur base de quoi on vous retient candidat? Parce que le programme, vous allez le présenter seulement là-bas. Donc, on suppose que le parti connaît déjà ce projet. Mais vous aviez parlé des critères ici. Les critères, d'abord, c'est quoi? Les critères, c'est avoir une probité morale. Ce n'est pas ici qu'on doit juger un membre d'un parti politique. C'est à ce parti politique de juger la probité morale de son membre qui veut désigner gouverneur, de ses qualités intellectuelles, de ce qu'il peut faire par rapport à la mission qu'on veut lui confier. Alors, monsieur Aristote, comprenez, ce n'est pas ici sur ces plateaux. On va rapidement aller vers vous pour conclure ce plateau. Quel est, je dirais, quelles sont aujourd'hui, quelles devraient être les attentes de la population face à ces élections? Merci madame. Je crois que tout ce qu'on a dit ici, ça se résume à une seule chose. Il faut la moralisation de la classe politique. Lorsque j'ai suivi mon frère de la société civile, ainsi que Monsieur Gloire, ainsi que le porte-parole de Bahati Bikobu représenté dans cette émission. En tout cas, je le suis. Je reviendrai sur ça. Je me suis rendu compte qu'il faut une moralisation de la classe politique. Là, il faut d'abord quitter l'aspect opposition et majorité, parler de la moralisation de la classe politique. Ça me rappelle un peu ce que Hollande a essayé de faire en France, c'est qu'avec Macron tout au début, il faut moraliser la classe politique. Mais lorsque je suis le porte-parole de Bahati Bikobu ici, je me perds. Il dit clairement qu'on avait corrompu le président de la Cour constitutionnelle. Suivez la rediffusion. Suivez la rediffusion. Vous avez même fait référence à un communiqué qui serait la toile, qu'il serait corrompu. Donc, moi, je me dis qu'il faut une moralisation. Vous venez, vous qui êtes de la majorité, porte-parole de Bahati Bikobu, vous venez ici charger le procureur, ou soit le président de la Cour constitutionnelle, qu'il serait corrompu. Donc, on donne aujourd'hui raison à Joseph Kabila Kabange. Il nous avait dit en son temps, on s'attendait à ça. Joseph Kabila Kabange nous a dit à Tigakati, quand j'étais avec lui, il nous a clairement dit qu'il ne faut pas participer à ces processus. Il ne faut pas y aller. Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle que vous voyez là, ce n'est pas une cour neutre. C'est une caisse de résonance. Cette cour-là a une mission de proclamer M. Félix Tshisekedi et attribuer beaucoup de députés à l'IDPS. Vrai ou faux, l'IDPS aujourd'hui a beaucoup de députés. Il vous l'a dit personnellement. Il nous a dit ça. C'était ça. Aujourd'hui, l'IDPS a beaucoup de députés, oui ou non? Oui. Vous êtes maintenant victime. Il est interdit de pleurer. Il faut continuer comme ça. Donc, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. C'est très grave. La moralisation de la classe politique. Deuxième élément. Madame, lorsque M. Félix Tshisekedi est venu au pouvoir, moi je pensais qu'il va initier des réformes. Il faut des réformes
profonde et sérieuse en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Il ne suffit pas seulement de critiquer Kabila, les 18 ans de Kabila. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. D'ailleurs, mais quelles sont des réformes profondes et sérieuses initiées par vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, afin d'avoir un résultat particulier? Il n'y en a pas. Vous êtes en train de pleurer et c'est très grave. Donc, je note aujourd'hui, madame, qu'il y a un miracle qui s'opère à la Cour constitutionnelle. Le miracle de la Cour constitutionnelle. Ça mérite même d'écrire tout un livre là-dessus. Il y a des miracles aujourd'hui. Le parti qui n'avait pas atteint les seuils, comme a évoqué mon estimé, du coup, ce parti-là a atteint les seuils par le miracle de la Cour constitutionnelle. Le candidat qui avait eu plus de voix, par le miracle de la Cour constitutionnelle, est invalidé au profit de celui qui n'en avait pas. Donc, le miracle de la Cour constitutionnelle, celui qui n'avait aucune plainte sur son dossier, mais quand même, il est invalidé par la Cour constitutionnelle. Donc, il y a un miracle qui se passe à la Cour constitutionnelle qu'on appelle le miracle de la Cour constitutionnelle. Il faut s'attendre à tout. Tout ce que vous faites là, la CENI, mais lorsque ça arrive là-bas à la Cour constitutionnelle, il y a un miracle. Raison pour laquelle mon parti politique, le PPRD, nous avions dit à l'époque, nous n'allons pas venir, nous n'allons pas nous inscrire aussi longtemps qu'on ne respecte pas la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Les 9 juges, comment sont-ils nommés? Ils viennent de quelle obédience? Il fallait respecter cela. Même du temps de Kabila, le parti comme le MLC avait toujours de députés. On respectait quand même l'opposition. MLC avait ses députés. Vous trouvez tel parti de députés. Mais aujourd'hui, avec le miracle de la Cour constitutionnelle, on se rend compte qu'il n'y a que IDPS et les autres qui arrivent à avoir des députés. L'opposition, à peine, arrive à avoir 30 députés à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un sérieux problème qui se passe. Il faut la moralisation de la classe politique pour ne plus venir pleurer ici. Initier des réformes profondes pour, en effet, que nous ne puissions plus les retenir pour chiter maintenant. On termine, on est déjà la régime pour être gouverneur de province, il suffit de donner 50 000 $ à un député provincial pour plus une voiture. C'est ça. Pour qu'on puisse vous entériner gouverneur. Je ne parle pas de l'élection de gouverneur, je parle de l'entérinement de gouverneur. C'est connu, c'est 50 000 $ plus une dupe. Monsieur vous êtes gouverneur. Monsieur la Sambaï, moralisation, on termine avec c'est très grave. Monsieur Carli, accordez-nous 1 minute pour Monsieur Sambaï. Comment moraliser la classe politique? C'est par la mise en place du Conseil national d'éthique. Nous n'en avons pas. Quel est cet organe qui traite des questions éthiques dans notre pays? Ça n'existe pas. Il faut qu'on commence par là, où nous aurons le président du Conseil national d'éthique qui va réfléchir sur des réformes du fonctionnement de l'appareil politique dans notre pays. Et là, c'est le devoir du chef de l'État qui doit mettre en place un Conseil national d'éthique. Parce que nous avons un Conseil national de sécurité, nous n'avons pas un Conseil national d'éthique. Parce que là, on aura recensé des personnes vertueuses qui vont animer cette institution-là, cet organe-là, qui doit en principe être rattaché seulement au président de la République. Pour analyser, par exemple, on choisit parmi tous les juristes du Congo, les plus vertueux d'eux, qui va être dans ce Conseil national d'éthique pour analyser juste les comportements des animateurs de l'appareil judiciaire. On sélectionne quelqu'un qui va analyser la gestion environnementale, parce que c'est quand même inexplicable que chaque mois, l'État débourse de l'argent pour assainir la ville de Kinshasa. L'argent sort, la ville est sale. C'est un sérieux problème. On a un sérieux problème d'éthique dans notre pays. Mais il ne faudra pas qu'on parle pour parler, mais il faut des propositions aussi concrètes permettant à ce qu'on puisse déboucher à des solutions efficaces pour la transformation intégrale de la société. Cette moralisation doit passer par la mise en place de cette institution et cette fois-là, nous aurons, je vous dis madame, des personnes capables d'accepter le chèque. Le chèque n'a jamais été l'option. Mais au Congo, quand on perd, il faut faire le forcing. Mais alors que sur d'autres cieux, quand on perd, on applaudit, puis on félicite les perdants. Et M. Aristote, voilà, je n'ai pas vu le livre aujourd'hui. Justement, on a carrément fini. Il est pas charger le procureur, mais c'est
les lanceurs ici qui sont Vous signataires. avez fait référence de ça ici. Voilà, nous Mais je suis avons... congolais. Non, exactement. Voilà. Mais je suis congolais. Nous Il n'a disons... pas tort. Il n'a pas tort. Il a juste évoqué il n'a pas chargé le président. C'est un document signé et nous disons grand merci. Grand merci à M. Gloire Manessa de la société civile, M. Aristote Ngarime du PPRD, Henri Kalimassi de la FDC, mais M. Olivier Sambaye du cercle axiologique, enseignant également à l'université. Eh bien, mes téléspectateurs, c'était l'essentiel ici de Ça fait débat. Oui, ça fait débat et ça continue à faire débat chez vous dans l'espoir d'avoir des dirigeants qui représentent effectivement l'assentiment de la population de la République démocratique du Congo. C'est le mieux que l'on puisse offrir à ce peuple congolais. C'est un réel plaisir d'être avec vous. On se retrouve très prochainement. Au revoir.